Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 19 septembre 2024. Alors aujourd'hui, on va parler évidemment de la Banque fédérale américaine qui a baissé ses taux hier. Des chiffres toujours qui arrivent, qui indiquent une santé de l'économie plutôt correcte. Et des actions, alors tout monte aujourd'hui quasiment. Sur quelle action se placer si on n'a pas un portefeuille déjà garni, quel secteur jouer, ben, on va voir justement avec ces résultats comment on peut les interpréter, puis voir les cycles qui vont arriver prochainement. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. La Banque fédérale américaine, la Fed, qui a baissé hier ses taux de 0,50. Alors on hésitait entre 0,25 et 0,50. C'est finalement 0,50. Un demi-point de pourcentage. Pour revenir à 5%, parce qu'on était à 5,50. Et, c'est assez fort quand même comme baisse. Et le marché l'a plutôt bien digéré, on va dire. Parce que dans un premier temps, on a toujours ce qu'on appelle la volatilité, c'est-à-dire des mouvements un peu erratiques très forts avec une amplitude importante, que ce soit à la hausse et à la baisse. Ce qui peut un peu brouiller le message. Mais avec la confirmation qu'on a eue aujourd'hui, notamment en Europe et toujours aux États-Unis, c'est quelque chose qui est plutôt bien intégré. Également le discours de Powell sur le futur de l'économie, c'est-à-dire la peur de la récession qu'on a, c'est-à-dire pas de croissance au niveau des pays, des entreprises. Elle est pour l'instant écartée parce que même si on va vers une croissance molle, c'est ce qu'on disait déjà depuis ces derniers temps, que ce soit le bloc américain ou l'Europe, on va plutôt vers une croissance, mais pas avec des chiffres énormes. On est autour de 2%, voire un peu moins 1%. Dans ces eaux-là, c'est toujours réévalué, mais c'est pas du 3, 4, 6% comme on peut connaître ou comme on a connu notamment en Chine ou en Inde dernièrement. Donc c'est plutôt ça qu'on avait un peu peur dernièrement, c'est la peur de la récession. Et là, euh, plutôt rassurant sur le discours, parce que les prévisions de croissance ont été plutôt confirmées et elles restent correctes. Donc, a priori, c'est ce qu'on a, un soft landing, donc pas de catastrophe. Euh, Comme on pourrait le croire avec une baisse des taux importante et abrupte et brutale, comme on a eu avec 0,5, a priori, on n'aura pas d'autres 0,5 sur l'année, on aura sûrement deux fois 0,25. Donc quand même une baisse des taux, une continuation de la baisse. Mais bon, avec la Fed, on est habitué, ce qu'on dit quelques mois avant, c'est pas toujours ce qui se passe quelques mois après. Non, c'est pas grave. Et donc, on en est là actuellement avec un marché plutôt résilient, plutôt fort aux États-Unis. On l'a vu notamment avec l'inflation, parce que le marché de l'emploi, le marché américain est toujours fort. Et peut-être éviter la récession. Donc les actions sont plutôt heureuses et contentes et ont tendance à grimper, avec également le coût de l'argent qui va baisser, parce que c'est ça, la baisse des taux directeurs de la Fed, c'est quoi? C'est le taux auquel les entreprises et les banques vont emprunter notamment. Donc c'est le refinancement, ça permet aussi de refinancer les entreprises, les particuliers et toute la chaîne derrière. Donc plus les taux sont bas, plus on va pouvoir investir et mettre de l'argent dans l'économie et relancer. Si vous avez un taux d'intérêt super haut, vous n'avez pas envie d'emprunter, vous n'avez pas envie d'investir et la croissance, elle est un peu plus compliquée. Ça, c'était le premier chiffre. Le deuxième, c'est celui-là qui est arrivé aujourd'hui. L'indice manufacturier Fed de Philadelphie, c'est un indice important qui montre quoi? Que finalement, là aussi, on est plutôt. Le pire est peut-être derrière nous, enfin derrière les États-Unis, mais bon, ça un peu pour tous les marchés. Avec, on le voit, ces taux, ces niveaux négatifs, notamment, qui ont tendance à revenir plutôt vers le positif. Et aujourd'hui, 1,7 alors qu'on attendait moins 0,8. Alors l'écart, il n'est pas énorme, mais surtout, on voit qu'on va très souvent dans le négatif et qu'on sort quand même de quelque chose d'assez fort et d'assez négatif ces derniers mois. Et que le manufacturier se reprend un petit peu, alors même avec
un futur un peu amoindri, on voit que les données sont toujours assez fortes, assez résilientes, qui nous permettent d'avoir probablement un marché de, des États-Unis au niveau industriel qui devrait permettre quand même une croissance intéressante. Donc ces chiffres-là aussi plutôt favorables. On va regarder les actions. Et les indices avant avec notamment le Nasdaq. Donc oui, je vous parlais de la volatilité en début de vidéo. On va le voir en minutes. On est ici. Donc on ouvre. On ouvre là hein, sur le Nasdaq. Donc on voit qu'on n'a pas une... Donc ça c'est hier. Le 17. Hein. Alors on a une petite... on perd quand même moins 0,6 durant la séance. On revient quasiment au même niveau. Et puis surtout là c'est à 20h heure de Paris. Donc à 14h aux États-Unis. L'annonce de la Fed. Et donc là, on voit, boum, tout de suite, qu'est-ce qui va se passer? On va prendre quasiment 1% en 2 minutes. 1% en 2 minutes sur les marchés, donc c'est énorme. Hein. C'est évidemment avec les gros investisseurs qui mettent des ordres, avec les algorithmes aussi, avec ceux qui veulent faire du trading court terme, qui veulent jouer justement des positions qui vont vite déboucler. Donc il y a un niveau de volume énorme qui arrive, qui est amplifié et un petit peu qui peut tromper le message parce qu'on va avoir cet effet volatilité avec quelques minutes plus tard, on le voit, on a tout perdu. Les 1% qu'on a gagné en 1 minute et quelques secondes, en à peine 2 minutes, on les repère juste après, hein, en 10 minutes. Après, on revient encore à plus 1%, on redescend et finalement, on voit qu'on finit la journée en négatif à moins 0,5 par rapport à l'avant-annonce de la Fed. Donc, on voit qu'on a toujours cet effet volatilité où on a beaucoup d'investisseurs, de traders, d'algorithmes, de tout qui viennent se mêler parce qu'il y a de la volatilité, parce que c'est ça qui va faire gagner de l'argent forcément, mais le message et la tendance, elle n'est pas forcément claire et elle va le devenir après en dézoomant, en voyant un peu la tendance qui va s'affiner. C'est ce qu'on a eu aujourd'hui avec notamment l'ouverture en gap hein, sur le Nasdaq. On a la même chose sur les marchés, que ce soit sur le Dow ou les marchés européens. Donc quelque chose de positif. Maintenant, ça ne veut pas dire que tout va monter ad vitam aeternam. Il va falloir se focaliser peut-être sur les secteurs. Parce qu'on a quand même si on baisse les taux, c'est qu'on a une croissance qui va aller au ralenti, qu'on a quand même quelques soucis, qu'on a toujours une inflation contre laquelle il faut lutter. Donc tout ne va pas être rose sur les marchés. C'est pour ça qu'il va falloir bien choisir à la fois ces secteurs et du stock picking avec des valeurs dans les secteurs intéressantes qui vont ressortir et qui vont avoir probablement une visibilité plus intéressante. Donc c'est ça maintenant qui va, je pense, être intéressant à faire. Donc là, on avait le Nasdaq. Et juste un petit point sur la Chine aussi, hein, la Chine qui rebondit très légèrement. Alors il faut que ce soit confirmé parce que là, forcément, on est toujours dans une dégradation assez mauvaise, mais on le voit, hein, plus 1,3. Et puis ça fait quelques jours que le CSI 300 en Chine repart un petit peu à la hausse. C'est beaucoup trop tôt pour crier victoire au niveau de la Chine, mais on a peut-être le début de quelque chose. Le Dow Jones Shanghai, hein, c'est un peu la même chose. Et le CAC 40, surtout ce qui nous intéresse. Alors oui, juste regarder pour une indication, l'IBEX 35, c'est l'équivalent du CAC 40, mais en Espagne. Il est largement porté par Inditex. Hein. Inditex, c'est un des leaders sur l'habillement notamment. Et ils font des performances énormes. Et là, on continue et on voit cet indice qui continue à monter, qui n'arrête pas, notamment porté par ces quelques entreprises. Là aussi, c'est pas forcément marquant en termes dans sa globalité du pays. Hein. C'est vraiment les leaders et les grosses entreprises qui, des fois, sont surpondérées, comme en France, et qui tirent un peu tout l'indice vers le haut. Donc, moi, je voulais juste faire un petit point sur ça, parce qu'on a parlé d'Inditex récemment. Et puis, le CAC 40, plus 2,2, donc très bien. On n'est toujours pas au 7007, hein, donc il y a pour l'instant encore beaucoup de travail pour avoir cet effet un peu croissance intéressant. Notamment ici, hein, les 7007, 7730, hein, c'est la zone qu'on avait notée pour vraiment se dire, là on va vers de la croissance et le marché dans sa globalité est plutôt acheteur. Et c'est pour ça qu'il va falloir plutôt se focaliser sur peut-être les rotations sectorielles et les valeurs qui vont être intéressantes à suivre.
Parce que tout ne va pas monter comme ça grâce aux baisses des taux, hein. C'est assez ponctuel. On regarde quand même les grosses variations du CAC. Alors juste sur le luxe, on a Hermès. C'est bien. Mais c'est trop tôt pour moi, je pense, pour voir un signal fort et haussier sur le luxe. LVMH, ils prennent 3% aussi, hein. Hermès, ils prennent 4%. Les tendances, elles sont quand même toujours relativement dégradées sur ces valeurs-là. Alors c'est bien. On va relancer un peu les choses, mais je pense qu'il en faudra beaucoup plus pour vraiment s'investir en moyen terme sur des valeurs comme ça. Donc là aussi, il faut pas se laisser piéger, je pense, par l'énergie qui a été insufflée par la Fed et par les rebonds. Il faudra que ce soit vraiment confirmé dans le temps, d'autant qu'on voit, au niveau des volumes, c'est pas monstrueux, que ce soit sur LVMH ou sur Hermès. On a des volumes un peu plus forts que d'habitude, mais qui sont même pas au plus haut de son pic, notamment quand elle a perdu beaucoup. Donc toujours en dégradation un peu sur le luxe, attention. Contrairement à Saint-Gobain 4-4, et là c'est un peu mieux parce que c'est le plus haut historique sur Saint-Gobain, qu'on avait parlé de cette résistance, hein, qui était de plus en plus testée, de plus en plus souvent, et qui commence à lâcher. Donc positif, hein, sur Saint-Gobain, on avait peut-être une possibilité de la jouer hier, on en avait parlé. Confirmation avec ce plus haut. Et au niveau de ce qui ne fonctionne pas, NJ, alors avec NJ c'est intéressant parce qu'il y a le secteur alors tout le secteur de l'énergie n'est pas forcément au mieux, hein, dans ces périodes-là. Il y en a quand même beaucoup qui montent, qui arrivent à monter. Et NJ, bah, elle confirme, hein, ce qu'on redoutait un petit peu, c'est-à-dire les 15,93 avec l'échec ici. Et finalement le début de correction sur la valeur. Alors à voir toujours ce qu'on va avoir sur la possible demande et la croissance, hein, qui pourra retirer vers le haut tout ce qui est secteur énergie. Alors Engie, ça fait pas partie de mes favoris. On en a d'autres, on en reparlera, notamment dans le gaz aussi, qui seront peut-être plus intéressantes. Et puis, comme à chaque fois, hein, quand tout va bien, généralement, c'est les valeurs un peu défensives qui prennent, à savoir Orange, moins 24, on a buté sur le plus haut, et puis Danone. Il va falloir se poser la question, Danone, hein, parce on a bien monté, et que finalement, là, on va peut-être reprendre du risque, hein, c'est ce qu'on disait hier. Alors, Danone, j'aime bien, mais si les pourcentages énormes qu'on peut avoir sur les autres actions sont facilement accessibles, forcément les flux ils vont se transporter vers ces actions-là, et Danone, même avec des fondamentaux intéressants, elle va être un peu délaissée par les investisseurs. Donc pensez peut-être à alléger la position. Moi je suis toujours dessus, mais c'est à ça que je pense en ce moment. Est-ce que je vais pas alléger malgré le fait que ce soit toujours plutôt intéressant comme valeur. Et puis on va parler de quelques valeurs du portefeuille. On a déjà parlé de Danone. Les techs évidemment, hein, qui ont bien pris. On le sait, les techs elles sont plutôt sensibles au taux, et ça devrait les aider pas mal, hein, cette baisse. Alors moi je suis plutôt investi en tech en ce qui concerne les États-Unis, donc ça va plutôt bien. Maintenant on joue, on n'est pas encore dans cette relance de l'intelligence artificielle et tout ce qui est tech et cloud notamment. On a mis un premier pas déjà pour freiner la chute, mais on sent qu'il y a encore un potentiel pour jouer cette deuxième vague. Et c'est ça que moi je joue notamment. On peut le voir sur Alibaba, qui revient à ses plus hauts qu'elle avait connus au mois de mai. Donc ça fait un moment, hein. Et on voit le retournement long terme, hein, qui est en train de s'acter sur Alibaba. Moi, ça fait des mois que je suis dessus. Ça met du temps, hein, à redémarrer, notamment à cause de la Chine, mais Alibaba, c'est pas seulement la Chine, hein, forcément. Mais là, de plus en plus, hein, on sent le retour. Et la tech américaine également, avec Alphabet, qui confirme aussi. Mais moi, je voulais surtout voir Microsoft. Ils sont là, Microsoft. On en avait parlé avec les... On va encore changer la couleur. Les 429, hein, 430 qu'on a cassés.
Alors ça a été vendu un peu, mais on reste au-dessus. Et puis là, on a la confirmation. Donc pour moi, Microsoft, c'est vraiment la valeur tech à avoir en ce moment, hein, parmi les grosses valeurs intelligence artificielle. C'est celle-là qu'il faut, je pense, prendre. Et si vous n'êtes pas dessus, si vous cherchez une valeur un peu accès IA, accès cloud, c'est, je pense, Microsoft sur lequel il faut se placer. Et là, on a un peu des signaux super intéressants sur Microsoft. Donc c'est le moment de rentrer. Moi j'ai pris une petite ligne. Alors pas en direct, j'ai pris avec du levier. Mais oui, sur Microsoft, c'est je pense un moment intéressant. Et puis les minières toujours. Euh, le cuivre, on l'a vu qui a explosé. Donc Orubis hein, qui revient sur ses niveaux. Tout ce qui est minière, forcément, cuivre, or, argent, entre autres. Et là on voit les volumes. Les volumes monstrueux hein, sur Orubis. Forcément ça va monter. Donc si vous n'avez pas de minière dans votre portefeuille, c'est qu'il est probablement pas très bien optimisé pour la période dans laquelle on est, parce que ce qui est minière actuellement, c'est peut-être, et on en parlait encore dernièrement, la classe d'actifs qui devrait être le plus performante. Alors, toujours dans l'optique de diminuer les risques et d'avoir une certaine diversification, on met pas tout son portefeuille en minière, forcément. Comme quand l'IA montait, on mettait pas tout son portefeuille en IA, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une catastrophe. Mais oui, il faut mettre des valeurs minières actuellement dans son portefeuille, parce que ça fonctionne et que ça va continuer de fonctionner. Barrick Gold, qui continue aussi, il y en a beaucoup d'autres, hein, j'en parle souvent. Moi, je suis personnellement sur Barrick Gold. Et on va en voir une autre, c'est notamment Imeris. Elle est là, plus 3%, on en a parlé hier. Et confirmation aujourd'hui, hein, relèvement de Berenberg notamment. Et puis aujourd'hui, hein, on continue. Les volumes sont pas énormes, mais retour au-dessus de la moyenne à 200, on est toujours ascendant. Les minières, on le vend en poupe. Il y a eu un relèvement d'analystes. On est toujours, on voit qu'on a une certaine marge, parce qu'on a consolidé assez longuement hein, depuis le mois de juin. Donc oui, là aussi, alors Imeris, c'est pas forcément les métaux les plus précieux, mais elle a été tellement, elle a baissé tellement depuis son plus haut, hein, la consolidation qui s'est faite, que finalement on retrouve un cours et un prix plutôt juste par rapport à ce qu'il était un peu peut-être surévalué. C'est ça aussi, jouer les tendances, hein. Et aujourd'hui, bah, avec la correction qui s'est faite sur Imeris, il y a certainement un bon prix d'achat à avoir sur cette minière qui devrait profiter du cycle minier et de tous le prix des minerais, des matériaux qui augmentent. Donc Imeris, on est aussi largement favorable. Un petit point sur Palantir, on avait parlé notamment avec les membres hein, sur la vidéo. Donc quand Palantir a été accepté au S&P, hein, au Standard Poor's, on avait de grandes chances d'avoir un afflux de flux justement d'argent sur cette valeur-là, parce qu'elle va intégrer les grands portefeuilles et qu'elle était déjà dans un secteur recherché. Donc quand il y a un peu tous les feux qui sont au vert, forcément ça continue. Palantir, on l'avait acheté ici à l'ouverture le 9 septembre. Et depuis, elle fait quasiment que monter gentiment. Donc là aussi, avec une certaine marge de sécurité, parce que quand on achète comme ça des actions momentum, on a cette généralement, ça marche pas à 100%, mais on a plutôt cette marge de sécurité avec un cours qui va faire dans les premiers jours que monter. Donc après, ça permet éventuellement de mettre des stops et d'être plus sécurisé par rapport à son portefeuille. Mais là aussi, sur Palantir, c'est dans l'analyse de données très importante aujourd'hui hein, pour toutes les valeurs cloud notamment. Elle a un beau futur devant elle. Et l'objectif de retrouver un peu ce qu'elle nous avait promis peu après son introduction, où elle était montée à 45, ben on est déjà à 37, et avec des petits volumes qui reviennent hein, dernièrement, notamment sur la journée du 9 septembre. Et on va voir les valeurs abonnées. Ah oui, non, je voulais juste voir avant Vivendi. Parce que Vivendi, elle revient encore
sur cette résistance-là qui était pénible, hein, sur les 10,2 plusieurs fois. On l'a réussi à la casser une fois, on en est vite revenu et puis on a créé un petit gap baissier. Mais finalement, on y revient. Alors là, c'est pas tout à fait. Alors on clôture au-dessus, mais c'est pas tout à fait confirmé. Mais on espère toujours, hein, les bonnes nouvelles de Vivendi avec la scission. Donc on peut jouer le moyen terme en espérant que la scission se passe bien et qu'on récupère après des actions, notamment Canal+, Havas et une holding. Et je crois qu'il y en a une quatrième, mais je suis plus certain. Et ou alors, en court terme, c'est voir la capacité à passer cette résistance, parce que là, on est clairement en train de la jouer. Et si on la passe pas, ça peut mettre encore un peu de temps. Et sur le court terme, il y aura peut-être un allègement à faire ou une vente. Parce qu'on l'a acheté, un Vivendi, si vous m'avez suivi, on était ici autour des 9,69, 9,70. Donc toujours vérifier un peu l'horizon de placement, le portefeuille que vous avez, ce que vous voulez investir. Et là, c'est des niveaux intéressants. Donc ce qu'il faudrait pour rester sur le court terme, c'est que ça casse et que ça performe au-dessus des 10,27. Il ne faudrait pas revenir une énième fois un peu vers le bas, ce serait ennuyeux. Maintenant, si on joue la scission et le moyen terme qui devrait arriver probablement, hein, fin 2024 ou début 2025, mais on l'attend pour fin 2024, on reste évidemment parce que la tendance, elle est toujours largement positive sur Vivendi. Et hop. Ah oui, et un petit point sur Walt Disney aussi, on en reparlera prochainement. Je suis rentré sur une demi-position, hein, sur Walt Disney pour le moment. C'est peut-être quelque chose que je vais repyramider un peu après. On en reparlera, donc juste pour vous informer, une rentrée d'une position sur Walt Disney. Et puis les valeurs abonnées avec Indra. C'était quoi le Indra Systemas? Ça change pas par rapport à, on l'avait déjà demandé il y a quelques jours ou quelques semaines, et on est toujours un peu dans cette même phase euh, où je pense qu'il faut pas trop anticiper parce qu'on a un petit support pour l'instant qui tient, hein, autour des 16,2, mais on n'a pas réussi à casser et à revenir au-dessus des 17,5 voire des 18, et c'est cette zone-là, hein, toute cette zone en orange, c'est la zone de travail qui devrait, quand elle va être cassée, nous donner la confirmation de la tendance à venir, à savoir une continuation de la baisse, c'est-à-dire une dégradation, puisqu'aujourd'hui on a fait que consolider, hein, sur Indra, ou alors si on va un peu plus haut, là je pense qu'on pourra s'investir. Mais là on est entre deux, c'est un peu c'est un peu une chance sur deux, donc plutôt rien faire et attendre qu'on ait ce mouvement à la hausse ou à la baisse. Ça on l'avait fait hier, ça aussi. Alors Nexity, j'ai souvent pas mal de demandes sur Nexity. C'est pas un secteur que j'aime beaucoup, mais avec la baisse des taux, oui, on en parle, ça pourrait être plus intéressant. Les graphes font peur quand même. Après, j'ai été voir les fondamentaux, ils sont pas catastrophiques non plus sur Nexity. Et on a perdu quand même beaucoup, hein, la valorisation a fondu parce qu'on est passé de 36 à 8. On passe pas de 36 à 8 non, quand il n'y a rien. Alors on sait que le secteur immobilier a eu du mal, qu'on est en train de s'en sortir, mais il y en a d'autres qui s'en sortent beaucoup mieux que certains, notamment dans le commercial, hein. L'immobilier commercial était un peu meilleur que l'immobilier de location, notamment, ou de particulier. Et sur Nexity, on est encore sur des niveaux pivots, à savoir l'oblique ici de correction, la moyenne à 200, qui a fait échec déjà plein de fois, quasiment tout le temps. Alors même si il y a un moment où on est de plus en plus proche de l'inversion de tendance, et on peut le voir peut-être ici avec cette grosse rentrée d'investisseurs sur les 8,41 qui a été confirmée quelques mois plus tard, ça me semble un peu tôt
pour relancer tout de suite l'immobilier. Alors il y a une volatilité intéressante, donc là aussi il y a des pourcentages assez gros à faire. C'est pour ça que sur le moyen long terme, j'attendrai des signaux un peu plus forts pour vraiment m'investir et me dire que ça va fonctionner. À savoir hein, un retour peut-être un peu plus bas et une nouvelle poussée avec peut-être des volumes. Donc, pour moi, c'est trop tôt. Ça ne veut pas dire que ça va pas partir et que c'est déjà parti. Ça veut juste dire que moi j'attends des signaux un peu plus forts de confirmation du marché, que ce soit sur le fondamental ou le technique, mais bon c'est la même chose. Hein. Pour m'investir sur Nexity aux immunos, on l'avait déjà fait, hein, le rebond qui est possible. Alors, pour l'instant il n'est pas très fort, mais c'est des valeurs qui peuvent encore exploser et aller chercher les 10. Reviva on l'avait déjà fait, ça n'a pas changé. Et puis alors Ruby Valourec. Ruby, voilà une entreprise intéressante dans le secteur de l'énergie notamment et du gaz, qui est plutôt intéressante, mais qui a été quand même bien dégradée ici avec un gap baissier. On a cassé la tendance. Et moi, ce que j'ai peur, c'est de cette deuxième vague, un peu cette deuxième jambe baissière qu'on a souvent quand on a comme ça un gros gap et une descente. Donc on a eu, boum, la première fois. Et quand on a quand même quelque chose avec cette amplitude et cette violence-là, bah on a souvent une réplique avec une deuxième jambe. Et puis là, ça vaut le coup d'acheter. Et pour l'instant, alors, elle fait un petit rebond, mais même plus que rebond, parce que les pourcentages, là aussi, forcément, si vous le prenez au plus bas, même pas le plus bas, on va dire le lendemain, bah on est déjà à 5%. C'est plutôt bien, mais là aussi, pas à l'abri d'une nouvelle qui va nous mettre un peu plus bas. Alors sur le gaz, quand même, je suis plutôt favorable, moi, à moyen long terme. Maintenant, il faut trouver des portes d'entrée court terme intéressantes et puis que le marché la valide aussi. Jamais aller contre le marché, ça sert à rien. Et là, pour l'instant, bah, c'est encore un peu tendre. C'est pour ça que sur Ruby, je pense que sur le long terme, on risque pas grand-chose à investir ici. Mais sur le court terme, on n'est pas à l'abri d'une nouvelle petite baisse. Donc, ce qu'il faudrait plus voir, c'est déjà votre horizon de placement et puis quel risque vous êtes prêt à prendre en termes de volatilité et de moins-value latente. Moi, je regarde Ruby, elle m'intéresse. Mais là aussi, j'ai pas des signaux très forts qui me disent de rentrer sur Ruby. Donc, je vais plutôt éviter, plutôt attendre. Et puis, je rentrerai peut-être trop tard. Enfin trop tard, peut-être un peu tard, mais ce que je veux éviter, c'est de rentrer trop tôt pour me reprendre une deuxième claque. Mais oui, Ruby, elle est plutôt bien hein, comme valeur. Maintenant, on n'a pas encore de gros signaux forts. Et puis Valourec, alors elle était shortée à plus de 9%. Ça baisse un petit peu, mais ça baisse très peu. Hein, la VAD sur Valourec, on est à 8 et quelques. Alors j'ai revu les chiffres aujourd'hui, j'ai oublié. Mais on est toujours entre 8 et 9. Et la baisse, elle est très peu marquée sur la vente à découvert et donc les vendeurs qui se rachètent finalement, ça correspond pas à des montants très importants. Du coup, on a toujours une grosse pression baissière sur le titre et on est toujours, on le voit, dans cette période de consolidation puis de dégradation hein, sur Valourec sous les 14,5. C'est un niveau clé, hein, les 14.5, c'est ici. C'est le niveau clé qui suit Valourec depuis 2021, qu'on avait réussi à casser, qu'on recasse ici notamment début août. On revient le tester et on fait un échec. Là, on revient le tester et c'est pareil, on n'est pas loin de peut-être de refaire un échec après ou d'y avoir des prises de bénéfices. Parce que la tendance, elle est toujours un peu limite sur Valourec. Donc moi, pour l'instant, à moins que toutes les pétrolières, notamment, reboostent un peu vers le haut, mais très fort, avec une demande importante, ou le prix du pétrole qui remonte violemment, jouer Valourec, ça me semble là aussi anticipé. C'est pour ça que j'avais fait ce dessin-là, et qu'on est toujours dans cette optique, à savoir perte de volatilité avec toujours le support, les plus hauts de plus en plus bas, et on attend finalement un décalage, un fait marquant qui va nous indiquer peut-être la tendance plus forte à venir, parce que là, il n'y en a pas.
Alors éventuellement, oui, acheter le support ici autour des 13, mais quand on se rapproche des 14,5, on le voit, généralement c'est vendu, donc on verra hein, cette fin de semaine et la semaine prochaine. Mais pour l'instant, il y a pas de quoi rentrer sur Vallourec, ça me semble encore un peu tôt. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas hein, à laisser des commentaires hein, sur les actions qui vous intéressent, celles que vous avez en portefeuille, celles que vous voulez acheter, puis toute l'économie en général, la bourse en particulier. On en discutera ici en graphe ou en commentaire. Bon trade, à plus.